Bienvenue chez Allopneu. Donc, on est très heureux de vous accueillir pour le premier meet-up chez nous. Et merci à la FUP de nous donner l'occasion de faire ce meet-up et de vous rassembler. Je vais vous présenter rapidement Allopneu, ce qu'on fait. Donc, société créée en 2004 et 14 ans, si je compte bien. Plus de 250 employés, 250 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. On a 2 entrepôts, c'est notre spécificité par rapport aux autres vendeurs de pneus, où on a plus d'1 million de pneus en stock. Mais on ne vend pas que notre stock, on vend aussi d'autres stocks. Donc on a beaucoup de références, plus de 20 000 références sur le site. On vend du tourisme, du 4x4, de l'utilitaire, des pneus collection, compétition, des jantes, motos, quad, on vend tout. Pas du vélo, on a arrêté, mais peut-être qu'on reprendra. On a des accessoires. Autre spécificité, on a 6000 partenaires garage chez qui on livre les pneus, qui vous les montrent. Et on a aussi plus de 6000. Beaucoup plus. Et on a du coup les stations de montage, si vous êtes passé devant, pour ceux qui n'ont pas suivi les instructions. C'est des camionnettes qui viennent à domicile ou au travail et qui vous montent les pneus. Il y a tout dedans. C'est plutôt bien fait. Niveau service informatique, on est 40 personnes, 25 développeurs, grosso modo. Comptez-les. Les développeurs, je les côté. Les intégrateurs, on a tout. Sur la stack, je vous le fais sur les dernières technos, on n'a pas que ça, hein, mais je vous vends le rêve, d'abord. Le PHP 7.2, le Symfony 4.0, pas 4.1 encore, mais on va sûrement migrer. Rabbit, Redis, Solar. On fait du DevOps, d'intégration continue, plutôt. Genre durable. Et je disais, c'est le premier meet-up, donc merci d'être venu. Merci à tous ceux qui, dans la société, qui nous ont aidés à organiser. Ils sont là-bas. Ils sont là aussi. Tous ceux qui ont aidé à déménager, tout ça. Donc merci d'être venu. Je passe direct à la présentation. Il n'y aura pas de questions sur la société. Vous avez les petits prospectus dans les sacs que vous récupérez en partant ou dans vos pochettes. Ils sont dans la pochette. Donc il y a toute la pub déjà que vous pouvez reparcourir. J'ai pas l'heure. Enregistré là. Du coup, je vais vous présenter, moi, le mutation testing. Le test de mutation en français, je vais le faire en français, ça vous évitera l'accent. Je me présente, parce que je ne l'ai pas fait avant. Romain Camp, chez Allopneu, je suis responsable d'architecture logicielle. Donc, équipe transverse, on s'occupe, entre autres, de la qualité et de faire respecter la qualité aux équipes, à toutes les équipes, que ce soit en interne ou en externe. Donc, on est toujours en recherche des meilleurs outils, des meilleures solutions à automatiser, parce qu'on évite de le faire à la main tout le temps, c'est ultra long. Donc, je vais vous parler aujourd'hui des tests unitaires. Est-ce qu'il y en a qui font des tests unitaires? Déjà, première question qui fâche. Il n'y en a pas trop, hein. Il y en a, c'est pas 50%, ok? Qui en fait systématiquement? Okay. Donc les tests unitaires, on peut se dire que ça teste chaque élément indépendamment, que ça valide un développement, ça détecte les régressions. Son principe, on peut les intégrer en intégration continue, on peut faire des tests fonctionnels à côté avec, on les intègre tout. Ça fait partie de la vérification de la qualité, ça nous sauve la vie. Maintenant, est-ce qu'ils sont tous pertinents? Comment le tester? Un test unitaire, ça coûte cher. Que ce soit en interne, nous on estime à chaque fois 20-30% du temps supplémentaire quand il faut négocier sur les temps de développement. Ça peut être plus, ça peut être moins si on les est, parce que ça passe souvent la trappe à la fin du coup. On se dit on les fait plus. En externe, sur les devis qu'on reçoit, c'est souvent du 30% de plus pour faire les tests unitaires.
Donc sur du temps de développement, sur un tarif de développement, c'est très cher. Donc ça aussi, ça passe souvent à la trappe. Et quand ça passe pas à la trappe, quand on arrive à les négocier avec le métier, avec nos métiers, et ceux qui payent, on se retrouve, comment on vérifie la qualité? Est-ce qu'on va les relire on va tous les parcourir? Ça va être ultra long. Parce que si on a 5 développeurs en face et qu'il n'y en a que 2 chez nous qui vont relire, si c'est 30% du temps de dev, on imagine que c'est 30% du temps de relecture qu'on va prendre aussi. En gros, comment on va faire pour vérifier la qualité si on ne connaît pas le code métier derrière? Parce que si on veut vérifier les tests, on va aussi vérifier le code métier pour essayer de comprendre est-ce que c'est pertinent, c'est pas pertinent. C'est l'enfer. Alors on cherche des outils. Ou des pratiques. Une pratique, la couverture. Quand on lance des tests unitaires avec PHP par exemple, on peut lancer le coverage. Est-ce qu'on va jusqu'à 100%? Combien ça coûte d'aller jusqu'à 100%? Est-ce que c'est pertinent aussi? On va voir après, on va faire des tests. Ou la relecture manuelle, du coup. Et au bout d'un moment, forcément, on abandonne. Parce qu'au début, on bon entrain, on se fait nos tests, on est content, voilà, on les passe. Quand le projet commence à arriver en bout, on n'a plus trop le temps, on les fera plus tard. On fait un ticket des vols, on fait un ticket de rattrapage. Non, on ne le fera pas. Même si on les a payés. Du coup, une solution, ben, c'est pertinent. Les tests de mutation. Donc ce qu'on va faire, c'est que, on va pas le faire à la main, on va utiliser des outils qui vont introduire des mutations, d'où le nom, à des endroits dans le code. Avec ces mutations, on va rejouer les tests unitaires, on va voir si le résultat est différent. Si le résultat n'est pas différent, il y a un problème. Parce que ça veut dire que le test, il n'a pas testé ce cas-là, ou il passe carrément à côté. Donc on va tester et la pertinence des tests, et la qualité. Je vous fais un peu de vocabulaire. Donc on va parler des mutants. Donc c'est une altération unitaire d'un bout de code. On va voir après. Les mutations, donc mutator en anglais, c'est toutes les altérations possibles qu'on va pouvoir appliquer sur le code. Et il y aura des exemples aussi. Les tuer capturer, donc là c'est quand le résultat du test il a changé. Donc on se dit que le mutant a été capturé, c'est concluant, c'est positif. S'il s'est échappé, c'est qu'il n'y a pas eu de changement dans le résultat. Soit c'est un faux positif, soit c'est pas bon. Donc il faudra analyser. Le Mutation Score Indicator, MSI. Donc c'est le ratio entre le nombre de mutants détectés sur le nombre de mutants générés. Donc si on a 60% de score MSI, ça veut dire qu'il y en a 60 qui ont été capturés et 40 qui sont dans la nature et qu'il va falloir détecter, ou analyser en tout cas. On a le coverage, globalement, il doit se rapprocher du code coverage des tests unitaires. Et le coverage code mutation score indicator, c'est le ratio entre les deux. Donc on calcule le MSI que sur le code couvert. Globalement, ça sert peu de calculer un score sur du code qui n'est pas couvert. De toute façon, le test il ne sera pas indicateur. Je vous mets le GIF, il n'y en aura qu'un, profitez-en. C'est bon? Des exemples de mutations. Donc on a un remplacement, plus en moins, moins en plus. Des opérateurs arithmétiques, on a les booléens, on a les conditions dans les if supérieurs, on a des opérations sur les nombres, on va rajouter un, on va enlever un, on va voir ça change le résultat. On va modifier une boucle, on va rajouter un break, un continu à la place d'un break, parce que ça change quelque chose. On va modifier des tableaux, on va rajouter un élément en plus, on va supprimer des instructions. Tout ça, c'est généralement fourni par la librairie, mais on peut le personnaliser.
Si jamais vous avez des cas très spécifiques que vous voulez tester, vous rajoutez un mutator et vous pourrez le tester. En librairie PHP, j'en ai trouvé qu'une de plus ou moins répandue. Enfin, c'est la plus répandue pour le coup. Elle est basée, inspirée par Humbug. Et Humbug n'existe plus. Donc c'est déprécié, ça a été déprécié en faveur de cette librairie. Donc si vous voulez l'utiliser, vous trouverez souvent de la documentation des tutos qui utilisent Humbug. Mais ça a été déprécié. Donc c'est basé sur la ST, on revient un peu dessus. PHP 7, du coup, c'est basé sur la ST. PHP Unit, PHP Spec. Et il faut les librairies Xdebug ou PHP DBG. Petit point sur la ST rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est nouveau introduit en PHP 7. Ça facilite l'analyse et la compilation. Du coup, en fait, le principe, c'est que ça prend le code écrit, ça en fait un arbre. D'où le nom. Ça en fait un arbre avec des nœuds, différents nœuds, et ça facilite grandement les mutations puisqu'on modifie un nœud. Donc si on a un plus à un endroit, on le transforme, il n'y a pas besoin de parcourir le code, de réécrire le code et de recompiler. C'est déjà abstrait. Donc ça facilite grandement dans ce cas d'utilisation. Installation d'infection. Donc c'est un phare à télécharger. Il y a une clé publique associée pour valider que c'est le bon phare, qu'il n'a pas été altéré. Et une commande self-update à la composer qui met à jour la librairie. Il y a d'autres modes, par Git, choper le source, installer avec composer en global. C'est ce mode-là avec le phare, c'est le suggéré. Il y a un Homebrew pour Mac. Ceux qui utilisent Mac peuvent installer directement aussi en global. Niveau configuration, on va avoir un JSON. Celui-là, il peut être créé directement par la lib. Première fois que vous l'exécutez, il va vous poser quelques questions. Quel dossier vous voulez inclure? Est-ce que le chemin de PHP Unit, les divers logs, il est très court, il faudra aller voir la doc, mais il y a globalement les sources, les différents logs qui vont sortir. Et la configuration PHP Unit. Pourquoi la configuration PHP Unit? Parce qu'il va d'abord exécuter les tests avec du coverage, pour avoir une base de référence. Il va ensuite écrire toutes ces mutations, il va analyser les résultats. À partir de là, il vous sort les différents logs avec un résumé et avec les différentes observations. Après, il faudra aller voir du coup si ce sont des faux positifs, si ce sont des vraies erreurs. Et je vais vous faire une petite démo. Ça arrive. Ok. J'ai pris un projet de chez nous, pas au hasard, pas totalement au hasard. Je savais qu'il y avait une bonne couverture. Je sais qu'il est en PHP 7.2, je sais que j'ai changé de nom, vous ne saurez pas ce que c'est pour chercher, tu ne sauras pas. Tu vas trouver quand on analysera la fin. Et j'ai lancé, du coup, j'ai lancé mon coverage, déjà, pour voir. C'est pas long, normalement. Ok, 14 secondes. Je voulais vous montrer le résultat généré en HTML, mais je n'aurai pas la résolution n'est pas bonne. Elle est trop petite, ça ne vaudra pas le coup. Par exemple, sur parole, il y a du 95 plus en coverage. On est plutôt pas mal.
chiant avec le micro comme ça. Hop. C'est des tests. Je ne fais pas mes informations de log. Je lance infection. Ça va être un peu plus long. Alors d'abord, on voit bien qu'il recommence à me lancer mon coverage. Ça va prendre 45 secondes. On était sur du 15 secondes pour le coverage. On est toujours d'ailleurs. Et là, il me fait mes mutations. Donc lui, il va être un peu plus long. Ça va prendre 30 secondes de plus. On voit bien qu'en rouge, c'est ce qui a échappé. Donc même sur, je vous spoil, même sur mon 100% de coverage ou mon 95, j'ai beaucoup de mutants. Pourquoi j'ai beaucoup de mutants? Encore. Je suis quand même à 61% de MSI. C'est plutôt pas mal. On revoit le coverage à 91%. J'ai 103 mutants pas détectés sur 340. Pourquoi? Parce que j'ai viré tous les asserts dans les tests. Je suis allé dans le code, j'ai viré tous les asserts. J'ai toujours mon 100% de coverage. C'est pas un problème puisqu'il est quand même, il y a eu tous les appels. J'ai filouté. Je suis quand même à 61% parce que j'ai analysé un peu, parce qu'il y a quand même les appels et c'est beaucoup de. Il y a beaucoup de méthodes ONS, ce genre de choses, donc il y a quand même 150 assertions qui ne sont pas des asserts PHP init, du PHP init. Donc j'ai filouté, je suis quand même à 61%, qui est plutôt pas mal. J'en ai déduit que c'est parce qu'on faisait principalement du CRUD dessus, sur ce projet-là. Je n'ai pas changé de projet. J'aurais dû changer de projet, mais j'ai gardé celui-là. Prochaine étape, je remets mes asserts, les fameux. J'arrive là. Je relance mon infection. On va voir le rapport cette fois-ci. Il va falloir patienter. Musique. On va faire la musique? Ah. Bonsoir. Il y en a moins déjà, beaucoup moins. On va attendre pour voir combien il y en a. C'est plutôt sympa, il y a des couleurs, c'est plutôt bien fait. Allez, on passe à 76 et 84% pour le code couvert. Donc c'est plutôt pas mal avec les asserts. On a un bon ratio. Après, à vous de définir quel score MSI vous semblez pertinent, vous semblez honnête, vous êtes prêt à accepter. On n'a rien choisi encore chez nous. C'est pas encore en place. Bientôt. L'infection, il génère des rapports. Donc on a des rapports, on a les chiffres si vous voulez l'intégrer dans du CI ou dans vos outils de contrôle. Vous pouvez récupérer les chiffres, vous pouvez les remonter dans vos pull requests. Un format standard. Ou lisible en tout cas. Ce qui est plus important quand vous allez chercher maintenant, vous allez reconnaître le projet pour ceux qui sont ici. C'est toi? C'est bon? Tu l'as? On va regarder, donc ça va être du diff. Donc on a ce qui a changé ici, on va voir c'est la taille par exemple. On est passé de 38, il a mis 37. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, ça a changé le test. Est-ce que c'est pertinent? Pas forcément, là ça semble être un faux positif parce qu'on s'attend à avoir ce résultat-là à 38, donc on doit sûrement tester 38 dans le... Ou pas d'ailleurs. La taille n'est sûrement pas testée du coup. Est-ce que c'est pertinent de la tester? Est-ce qu'elle est testée ailleurs? Ouais, à voir.
On va en avoir d'autres. Donc après, tout est configurable aussi au niveau des mutations. Vous pouvez en désactiver, vous pouvez choisir celle qui vous intéresse, celle qui ne vous intéresse pas. Vous pouvez rajouter les vôtres. Est-ce qu'on va en trouver un qui me semble bien? Je vais bien après. Non, toujours pareil. J'aimerais choper un if. Ah, ici, on a un continu qui se transforme, on a un break qui se transforme en continu, et il ne se passe rien dans les tests. Problème. Sûrement plus loin, j'ai le même test où il me fait un inférieur à 0 plutôt qu'un inférieur ou égal à 0. Après, un zone limite, ça doit être un tableau, une distance inférieure ou inférieure à 0. Ouais. À voir. Donc là, vous avez, je dois en avoir 40 des changements. Ça prend du temps à analyser. Si je fais ça, est-ce que ça revient? Carrément. Donc ça prend du temps à analyser. Il y a beaucoup de faux positifs. Si vous laissez la configuration par défaut, on a un temps d'exécution des tests qui est rallongé, c'est du 3 fois plus long. Donc, et encore avec le coverage, on ne sait pas le coverage de tout le temps. Donc c'est ultra long. C'était les tests, c'est exécuté en 1 seconde à la base. Donc avec le coverage, on était à 15, et là on est à 45. Donc faites vos calculs. Généralement, on va les lancer peut-être une fois par jour pour tester la qualité, ou faut les lancer souvent. Et c'est encore, ça c'est à vous de choisir. Vous pouvez facilement l'intégrer dans votre outil, dans votre Jenkins, dans votre process de build. À mettre en place. C'est facile à installer. On a vu que c'était un phare à installer. Le fichier de config, je ne vous l'ai pas montré. Ultra simple. Et on améliore grandement les tests. On a vu des améliorations. Facile à faire. Des tests à rajouter. À vous de juger si c'est pertinent, si c'est plus long, si c'est plus long. Par contre, quand quelqu'un va venir vous dire j'ai fait mes tests, on lance l'outil et oui, non. Facile à voir. S'il y a 20% au score ou s'il y a 80%, on a un argument assez factuel. Donc à choisir. J'ai oublié ça. Du coup, je me suis rendu compte que les tests de mutation ils étaient beaucoup plus pertinents sur du test, sur du code métier. Il va y avoir beaucoup de conditions, il va y avoir beaucoup des ifs, des switches, de tout ce qu'on veut, plutôt que sur du CRUD où on va faire des assignements. Ça ne sera pas pertinent de tester, de vérifier ce code-là. Après, ça ne sera pas forcément des tests unitaires non plus, ça va être plus des tests fonctionnels qu'on va faire là-dessus. Donc à vous de juger aussi. C'est d'où le 61% au début. Le 61%, on s'est retrouvé à 84%, ok, on a les 20% d'assert. C'était déjà pas mal à la base. Et vous pouvez aller plus loin, il y a des commandes dans le CLI, vous pouvez faire des mutations. Il y a toute la doc sur le site d'infection, elle est assez courte à lire. Et les branchements à votre outil préféré. Hein, petite introduction au test de mutation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Première question. Je ne peux pas t'apporter le micro. Du coup, comme il faut lancer le code coverage, est-ce qu'on peut le lancer que sur un seul cas de test ou une seule classe de test, ou il faut lancer... Tu as des options pour limiter, tu as déjà une option pour limiter que sur le code couvert, donc ça évite déjà de faire des mutations sur le code pas couvert. Et tu peux choisir les répertoires. Dans le fichier de configuration d'infection, tu choisis les SRC déjà. Je pense que dans la commande CLI, tu dois pouvoir limiter aussi à... Je pense que tu peux limiter. Tu peux essayer sur le code modifié ou sur les tests modifiés uniquement. Je ne suis pas allé aussi loin. Est-ce que pour chaque partie de code, il applique toutes les mutations qu'il sait faire, ou est-ce qu'il en fait une certaine quantité? Et il me semble qu'il fait tout. Après, il va en appliquer là où il peut. Parce
que tu auras des mutations qui vont s'appliquer sur un bout de code. Dans les boucles, par exemple, tu as des mutations qui vont s'appliquer sur les ifs, sur les conditions, mais ils les appliquent toutes, à chaque fois. C'est pour ça que ça rallonge pas mal les tests. Ben, merci. Ah. Question subsidiaire. Vous avez déjà aussi essayé je ne sais pas s'il y a pour PHP Unit, mais il y a des choses qui sont pour la génération de données dans le test unitaire. Donc d'écrire tous les data providers de manière manuelle. Quelque chose qui fait qu'à chaque fois qu'on en fait, ça génère d'autres données. Et ce qui permet aussi du coup de faire des jeux d'entrée différents chaque fois qu'on rentre sa CI. On ne le fait pas. Je sais pas, il y a dans la tool qui existe avec une extension qui s'appelle Fastweb. Du coup, un drift vers PHP Unit. Oui. Et sur PHP Unit, par contre, je Je sais pas. C'est pas tout à fait le sujet de la mutation, mais c'est quand même assez proche. Ça permet de tester avec des jeux différents. Ouais. Je ne connais pas, mais je regarderai du coup. Est-ce qu'il y a une part d'aléatoire ou est-ce que tous les deux runs vont donner exactement le même résultat? Je pense qu'ils vont donner le même résultat. Parce que les mutations, ça va être vraiment des remplacements à chaque fois, ou des plus 1, moins 1. Il ne va pas y avoir des chiffres aléatoires, par exemple. Je peux les revenir. Merci.